Donc, je me présente, je suis Emmanuelle Marceau, je suis professeure associée en bioéthique et également professeure de philosophie ici même au Cégep du Vieux-Montréal. J'organise en collaboration avec le CRDP les Nuits de la justice depuis 2020 avec différentes thématiques pour réfléchir à la question de la justice. Alors, ce soir, on a un beau programme à vous présenter avec des panélistes, je pense, d'envergure. Je dois tout de suite vous annoncer que la journée a été haute en rebondissements. D'abord, Marie-Josée Hogg, qui est maintenant sous-ministre à la Justice à Ottawa, avait un souci de train avec le verglas. Donc, ça a tout bousculé l'agenda et de sorte qu'elle s'excuse très sincèrement, mais elle ne pourra pas être avec nous ce soir, malheureusement, à son grand regret. Alors voilà, et également l'étudiante au doctorat qui m'assiste pour l'organisation dans les Nuits de la justice, Valentina Demarque, que je salue et remercie pour son travail, est malheureusement fiévreuse. Bon, alors je lui ai dit de se reposer, de prendre soin d'elle et qu'on allait penser à elle. Voilà. Alors, vous comprendrez qu'il y aura un petit peu de réajustement dans le programme, notamment Annie Doré-Côté s'est offerte généreusement de faire l'animatrice pour le panel, donc dans la première section de la Nuit de la justice, qui sera suivie d'une pause et d'une joute étudiante où 4 étudiants du collégial et de l'université vont présenter des arguments en lien avec une question qu'on vous présentera dans quelques instants. Alors, je vais céder la parole à 2 personnes pour les mots d'ouverture. Nicolas Vermez, directeur du Centre de recherche de droit public à l'Université de Montréal et professeur de droit, suivi d'Annie Doré-Côté, qui est directrice des études ici même au Cégep du Vieux-Montréal. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je ne suis pas fiévreux, mais comme vous pouvez le voir, j'ai un petit rhume et je suis égoïste, je garde mes microbes pour moi-même. Madame la juge, distingués invités, chers collègues, chers amis, mais surtout chères étudiantes et chers étudiants, comme on l'a dit, mon nom est Nicolas Vermez et je suis le directeur du Centre de recherche en droit public, le CRDP, et c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette Nuit de la justice co-organisée par le CRDP et le Cégep du Vieux-Montréal. Comme vous avez pu le constater, la thématique de cette soirée s'articule autour de la relation entre droit et éthique. Comme le titre de l'événement l'annonce, il s'agit d'une combinaison gagnante pour la justice, mais j'ajouterais, lorsque juristes et éthiciens comprennent et respectent les rôles et objectifs de chacun. En effet, on constate parfois une instrumentalisation, voire une dénaturation de l'éthique pour tenter d'éviter la responsabilité juridique. Pensons par exemple aux entreprises technologiques développeurs de systèmes d'intelligence artificielle qui ont poussé l'adoption de normes éthiques en matière d'IA afin d'échapper à l'application de lois plus contraignantes. Ce n'est toutefois pas ce type d'interaction entre droit et éthique que nous aborderons ce soir. Je ne voulais pas faire peur aux conférenciers ici. Nous aborderons plutôt le rôle que joue l'éthique dans l'interprétation des règles juridiques, bref, de l'éthicisation du droit. En effet, l'éthique vient colorer le droit sur divers fronts. Ce phénomène n'est par ailleurs pas nouveau. Pensons par exemple au personnage mythique de la personne raisonnable, prudente et diligente, rebaptisé plusieurs fois au cours des ans, et centrale notamment à l'application de normes en matière de responsabilité civile depuis la Rome antique. Cette personne n'existe évidemment pas. Elle n'a jamais existé. Elle a plutôt été construite, déconstruite et reconstruite par les juristes à la lumière de nos valeurs et du contexte social et de l'évolution des mœurs. Si l'éthique a donc toujours exercé directement ou indirectement une certaine influence sur le droit, son rôle est venu s'accentuer au cours des dernières décennies, notamment avec l'adoption des chartes, la place de plus en plus importante réservée aux modes de prévention et de règlement des différends au sein de l'appareil judiciaire, ou l'adoption de textes législatifs plaçant l'éthique au premier plan. Pensons par exemple à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ou encore la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Pour discuter de cette importante interaction entre droit et éthique, ou devrais-je plutôt dire la professeure Marceau et son équipe, puisque tout le mérite leur revient, elles ont donc rassemblé, je disais originalement 5, nous en sommes donc à 4 experts issus de différents horizons, à savoir l'honorable Élisabeth Corté, maître André Ouimet, monsieur André Lacroix et évidemment la professeure Marceau. J'en profite par ailleurs pour les remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci également aux étudiants et étudiantes qui participeront à la joute oratoire plus tard ce soir. De mon expérience des années antérieures, c'est toujours l'un des beaux moments de la soirée.
Finalement, j'aimerais à mon tour, une fois de plus, remercier la professeure Marceau et la féliciter, ainsi que son équipe, pour l'organisation de cette belle soirée et surtout pour la confection de ce programme enrichissant. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue pour la suite du mot d'ouverture. Chers invités, M. Vermès, Mme Marceau, distingués invités, chères enseignantes et enseignants, chères étudiantes et étudiants, bonsoir. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au nom du Cégep du Vieux-Montréal à cette édition 2026 des Nuits de la Justice. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les personnes qui ont rendu cette rencontre possible, ainsi que les conférencières et les conférenciers, et l'ensemble des participantes et participants qui sont ici ce soir pour réfléchir à une question à la fois exigeante et profondément actuelle, c'est-à-dire les liens entre l'éthique et le droit. Comme le rappelle le programme, cette soirée nous invite à mieux comprendre comment l'éthique transforme la pratique juridique et la manière de juger dans une perspective de justice plus humaine, plus attentive aux valeurs démocratiques et aux réalités d'aujourd'hui. À titre de directrice des études, je suis particulièrement heureuse de voir se tenir une activité comme celle-ci au Cégep. Elle illustre très bien l'importance dans un établissement d'enseignement de créer des espaces de réflexion sur les grands enjeux de société. Les questions qui touchent le droit, l'éthique, la justice et la responsabilité collective nous concernent tous et elles méritent d'être abordées avec rigueur, ouverture et nuance. Ce type de rencontre rappelle aussi que la formation collégiale ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, elle vise également à développer l'esprit critique, la capacité de dialoguer et le souci de comprendre le monde dans toute sa complexité. Offrir à nos étudiantes et à nos étudiants l'occasion d'être en contact avec des réflexions vivantes, actuelles et engagées fait pleinement partie de notre mission. La soirée de ce soir nous invite justement à réfléchir à des questions fondamentales dans une perspective à la fois intellectuelle, humaine et citoyenne. Je suis convaincue que les échanges qui auront lieu seront riches et inspirants pour toutes les personnes qui y participent. Je vous souhaite donc une excellente soirée remplie de réflexions, de découvertes et de discussions stimulantes. Merci et bonne activité à toutes et tous. Alors, c'est moi qui ai le plaisir de présenter un peu la thématique de la campée pour qu'on puisse suivre les échanges par la suite dans le cadre de notre panel. Et j'ai décidé pour ce faire, plutôt que d'avoir un PowerPoint plus académique, etc., d'y aller plus d'une façon narrative. Donc, je vais suivre les conseils du FRQ pour les communications scientifiques. Hein, vous voyez, je suis une bonne élève. Alors, je vais vous raconter un peu la genèse de ce projet de recherche. Je vais vous parler de moi, puis pourquoi j'en suis venue à m'intéresser au rapport entre l'éthique et le droit, et qu'est-ce qu'on a découvert finalement dans le cadre de ce projet de recherche qui est financé par le FRQ et que je termine dans les prochains mois. Alors, un petit mot sur moi. J'étais étudiante à McGill en droit il y a quelques années et j'étais très interpellée par des questions fondamentales de justice, ce qu'on appelle la théorie du droit. Celles et ceux qui ont étudié en droit, vous vous souvenez, ou peut-être pas, finalement, de votre cours de fondement du droit ou de théorie du droit en première année. Alors moi, c'était le cours qui me passionnait, qui me fascinait et qui valait qu'un seul crédit. Alors, bref, je me suis dit, bon, je ne suis pas sûre qu'il y a une carrière dans le fondement du droit. Pendant que mes collègues faisaient la course au stage, moi, je réfléchissais à ce que je pouvais faire avec une formation en droit. Et je savais que je voulais enseigner au cégep. J'avais tout un puzzle à solutionner, mais finalement, j'ai réussi. Hein? Je pense que cette soirée en témoigne. Donc, à la suite de mes études, j'ai entendu parler des programmes en éthique appliquée, auxquels le professeur Lacroix est associé et enseigne depuis quelques années aussi. Et j'ai, pour mon plus grand plaisir, découvert les études en éthique, l'éthique qui est finalement une branche de la philosophie qui se veut plus près de la pratique, plus près des terrains. Et la façon dont l'éthique appliquée est enseignée à l'Université de Sherbrooke, c'est vraiment dans une éthique, on va dire, pragmatique, qui permet, là, sans faire trop de théorie, là, mais qui permet finalement de réfléchir une action située, une situation précise, pour finalement en dégager des modalités d'action, d'intervention ou même de conceptualisation de problématiques dans la situation vécue.
Alors ça me plaisait beaucoup, cette idée-là d'être très près des terrains et à la fois d'avoir tout un bagage théorique, philosophique qui venait enrichir le regard qu'on peut poser sur les situations. Alors j'ai fait la maîtrise et j'ai même fait un doctorat sous la supervision d'entrée. Et dans le cadre de mon doctorat, je me suis dit, bon, là, ceux qui ont fait un doctorat, là, vous savez que c'est quelques heures, ça veut dire quelques années de notre vie qu'on investit. Et là, je me suis dit, je me fais plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et là, j'ai repensé à mon cours de fondement du droit et ma formation que je venais d'avoir en éthique. Et je me suis dit, j'ai envie de réfléchir aux questions de justice, aux questions de rapprochement, de regroupement entre l'éthique et le droit, du point de vue de l'éthique. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à un phénomène que Nicolas a nommé de l'éthicisation du droit, que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, mais j'y ai consacré ma thèse de doctorat. Je me suis intéressée plus particulièrement à un phénomène que j'ai qualifié de loi éthique. Nicolas en a nommé dans son intervention, dans son mot d'introduction, notamment sur les exigences déontologiques et éthiques pour les élus municipaux. Donc, c'est dans cette perspective-là, il y a quelques années, que j'ai enseigné, je donne un cours à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke qui s'appelle « Éthique appliquée et mode de PRD ». On va parler des PRD dans quelques instants. C'est les modes de prévention et règlement des différends. Ce sont finalement les alternatives au procès traditionnel, au litige. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le droit, le litige, c'est lorsqu'un conflit ne va pas bien, à un point tel qu'on est obligé d'embaucher un avocat puis d'aller devant les tribunaux. Alors, les modes de PRD qui maintenant font partie de la procédure judiciaire, je vais dire ça, je vulgarise beaucoup, là, mais ça permet finalement de trouver des solutions entre les parties avant de se rendre devant le juge. Alors, je donnais ce cours et malheureusement, Marie-Josée Hogg n'est pas parmi nous ce soir, mais c'était une étudiante dans le cours. À l'époque, elle était juge à la Cour d'appel du Québec. La Cour d'appel, c'est la dernière instance au Québec avant de s'en aller à la Cour suprême. Hein, mes étudiants qui sont ici, ça va? Donc voilà, alors Marie-Josée était dans le cours et on avait plusieurs échanges et questions et discussions. Puis je trouvais que c'était d'une richesse inouïe, à un point tel que j'ai décidé de déposer un projet de recherche que j'ai obtenu pour financement, qui porte sur les rapprochements, les rapports entre l'éthique et le droit dans la fonction de juger des juges. Là, vous allez vous dire, de quoi qu'elle parle? Bon, alors je vais prendre juste un pas de recul. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée au phénomène d'éthicisation du droit, donc les rapprochements entre l'éthique et le droit, et j'ai documenté 3 phases, 3 moments où effectivement on voyait que l'éthique était plus près ou même dans le droit. L'éthique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais si on veut se donner une définition simple de l'éthique, c'est finalement un regard critique sur une situation. C'est une interrogation constante qui mène à une pratique réflexive pour bonifier les pratiques, pour finalement ajuster notre agir, pour avoir la vie bonne, comme les Grecs anciens nous disaient. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a des moments où, justement, le droit est plus dans cette pratique réflexive et plus peut-être axé des fois sur des valeurs? Et la réponse a été oui. Et j'ai dénombré, et je n'étais pas la première, d'autres auteurs l'avaient fait avant moi, 3 moments, 3 phases d'éthicisation du droit que je vous présente succinctement. La première phase, c'est lorsqu'il y a eu l'adoption des chartes, les fameuses chartes des droits et libertés. Qu'est-ce que le législateur est venu faire en consacrant des chartes? Il y en a au Québec, il y en a au Canada dans la Constitution. Il est venu mettre des valeurs au centre, finalement, de son document législatif, et il en a fait une primauté parce que les chartes sont au-dessus des lois, et il est venu finalement donner la responsabilité aux juges d'interpréter ces valeurs-là dans des situations concrètes qui lui sont soumises. Alors là, si vous m'avez suivi un petit peu ce que c'était l'éthique, vous pouvez peut-être voir que, effectivement, on est moins dans une compétence juridique traditionnelle d'appliquer les lois. C'est sûr que le juge applique toujours les lois, mais là, la loi, c'est une valeur. La liberté de religion, par exemple, ça signifie quoi? Jusqu'où on va dans la liberté de religion? Hein? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Hein, Nicolas parlait de la personne raisonnable dans la tradition civiliste. Ce sont des concepts, des notions juridiques que le juge doit construire, ou les juges, quand on parle souvent, les cas de charte se retrouvent en Cour suprême, donc on a plusieurs juges qui se prononcent.
on est venu à ce moment-là mettre vraiment des valeurs au cœur de l'analyse juridique des juges. Alors, pour moi, il y a un moment phare où là, on est venu modifier ou ajouter aux compétences juridiques des juges une compétence éthique, soit celle de comprendre des valeurs en situation, de les tempérer les unes par rapport aux autres, d'être capable de les définir pour finalement avoir des décisions qui sont le plus justes dans les circonstances. Donc, premier moment de rapprochement de l'éthique et le droit, les chartes. Deuxième moment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'adoption des PRD. Alors, au Québec, on a une tradition civiliste et on a un code de procédure civile qui est finalement la Bible de la procédure pour savoir comment on se poursuit. En gros, c'est un peu ça, toute la procédure. Et dans le code de procédure civile, aux premiers articles, le législateur, il y a plus d'une dizaine d'années, est venu imposer aux parties de considérer les modes de PRD pour finalement régler leur litige, pour éviter d'aller en procès. Et désormais, les juges demandent aux parties ce que vous avez considéré. Alors, on s'entend sur considérer, c'est oui, je l'ai considéré, je ne l'ai pas fait, ou oui, je l'ai considéré, puis finalement, ça n'a pas marché après 100 heures de médiation. Là, c'est très élastique, la considération. Mais bref, maintenant, il y a cette obligation de considérer des alternatives au droit avant de se présenter devant un juge. Et mes collègues pourront en parler tout à l'heure, mais il y a de plus en plus ce qu'on appelle la CRA, la conciliation judiciaire, qui est une forme de PRD, donc prévention et règlement des différends, pour rappel, donc une forme de médiation qui est pratiquée par les juges, qui se fait dans les tribunaux. À la cour d'appel, maintenant, c'est répandu dans toutes les chambres, civiles, criminelles et familiales. Donc, voilà. Alors, deuxième moment de rapprochement. Le troisième moment, c'est un petit peu plus théorique, mais allons-y, je vais essayer de vulgariser ça. C'est le phénomène que mes collègues en droit vont bien connaître et comprendre, mais du droit mou. Qu'est-ce que le droit mou? Bien, si vous préférez, le droit souple, le droit finalement qui est fluide, c'est-à-dire un droit qui n'est pas aussi posé rigidement que ce que traditionnellement le droit est, c'est-à-dire avec des obligations très claires et des sanctions en cas de manquement. Le droit mou, le droit souple, ce sont des normes qui sont souvent plus ouvertes, moins construites, où les destinataires de la norme, c'est-à-dire souvent les citoyens ou des groupes de personnes ciblées par une loi, vont être appelés à construire la norme ou vraiment avoir une marge de manœuvre dans sa mise en œuvre. Et là, dans ce phénomène-là de loi souple, de droit mou, qui est reconnu depuis plusieurs décennies, on est vraiment en train de changer la mouture un peu du droit. Un collègue qu'on peut citer, Vincent Gautret, qui dirige un collectif sur le dictionnaire de la norme, fait ce constat que le droit se transforme à vitesse grand V, à un point tel que le juriste s'y reconnaît parfois même pas dans les lois traditionnelles ou la tradition juridique là, qui historiquement a prévalu, c'est-à-dire que le législateur énonce les normes et les autres les suivent, ou puis s'ils ne suivent pas, il y a des sanctions. Alors, ce modèle-là se transforme pour laisser place à de nouveaux modèles. Et l'argumentation qu'on a présentée, André et moi, dans quelques écrits, c'est de dire, dans ce troisième moment-là d'éthicisation du droit, il y a aussi une part, beaucoup d'interprétation, à la fois des destinataires de la norme et à la fois du juge, pour finalement, lorsqu'il y a un litige qui se rend quand même dans les tribunaux avec des lois souples, le droit souple, mais quand même être capable de faire preuve d'une compétence autre que celle juste de connaître le droit et de l'appliquer. Parce que pour ceux qui connaissent un peu moins la théorie du droit, mais la position dominante par rapport au rôle du juge, ça a été de dire, qui nous vient de Montesquieu, que le juge est la bouche de la loi. C'est assez fort comme image. Donc, le juge est là pour dire le droit, pour l'appliquer tel qu'il a été posé par le législateur. Mais pour citer un auteur, Mazabro, qui nous disait, dans ce jugement du juge, il y a des jugements. Il y a plusieurs jugements qui sont sous-jacents pour dire le droit. Et lui-même l'explique très bien. Dans ce moment de dénonciation du droit, le juge a quand même une discrétion dans le ton, dans la vitesse, dans la façon de le dire le droit, qui finalement fait en sorte que ce n'est pas mécanique et symétrique par rapport à, justement, simplement appliquer le droit. Bref, vous le comprenez, et on arrive à ma quatrième phase d'éthicisation du droit. Le juge a un rôle fondamental dans notre système judiciaire.
Et l'argument qu'on a soutenu, c'est que dans la fonction de juger des juges, il y a une dimension éthique qui est très présente et qui est très peu explicite. J'ai, dans le cadre de mon projet de recherche, rencontré des juges au Québec, en France, pour leur parler de leur travail, demander, finalement, comment ils tranchaient des cas plus difficiles, comment, justement, ils construisaient des concepts juridiques parfois flous. Un exemple que Marie-Josée donnait lors du lancement du livre, dont je vais vous parler dans quelques instants, elle nous disait, des obligations pour le juge de voir s'il y a un abus dans une situation. C'est quoi un abus? On peut être d'accord sur les extrêmes, mais quand on arrive dans les cas un petit peu plus gris, bien évidemment, vous comprenez qu'il y a une marge de manœuvre interprétative. Et l'argument ou la position qu'on soutient, André et moi, c'est de dire, dans cette dimension-là, peut-être plus subjective, il y a vraiment une dimension qui relève de l'éthique, un jugement pratique, une praxis qui nous permet finalement de voir quels sont les éléments de la rationalité qui sont mis en œuvre, donc la raison pratique, quelles sont aussi les interprétations que le juge se fait d'une situation ou de la preuve qui lui est soumise ou des témoins ou des experts. Non, ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais vous savez que lors d'un procès, il y a souvent des experts qui vont venir et qui se contredisent par rapport à un point. Et là, le juge doit trancher, mais évidemment, le juge n'est ni médecin, ni physiothérapeute, ni psychologue, etc. Donc, comment il fait pour trancher? Ça ne le relève plus du droit. Et c'est ce qu'on a cherché à faire dans le cadre de nos travaux. On pourra en reparler, mais on a eu quelques publications, dont un livre qui s'intitule « Dimension éthique de l'acte de juger », dont on a fait le lancement en janvier dernier au CRDP, et qui reprend ces idées-là de façon beaucoup plus détaillée et explicite, et qui fournit aussi des outils pour la délibération éthique des juges. Parce que c'était peut-être, et là je reviens à ma genèse, un élément qui était important pour moi, au-delà de la théorie, au-delà, des fois on se fait dire les philosophes on pèle des nuages. Mais moi j'aime pas pelleter des nuages, j'aime ça que ça soit concret aussi, puis que ça soit appliqué et incarné. Alors, c'était important pour moi de dire, une fois qu'on a dit tout ça, qu'au juge, vous faites de l'éthique finalement plus que vous pensez, on peut-tu les aider finalement à faire un peu mieux de l'éthique? Parce que, je vais vous dire un secret qui n'est pas si bien gardé, mais en fait qui, moi, me préoccupe beaucoup. Actuellement, au Québec, vous savez, pour être juge, il faut être... Je vais recommencer. Pour être juge, il faut être avocat pendant 10 ans, donc avoir 10 années de pratique. Et si on regarde la formation au niveau de l'éthique pour les avocats, elle est presque inexistante. Et je dis presque parce qu'en fait, il y a un cours de déontologie et d'éthique au barreau, mais c'est à peu près tout. L'Université de Montréal donne un cours, et là, c'est nouveau, ça faisait 10 ans qu'il ne se donnait pas, il s'est donné à l'automne, éthique et droit, mais c'était une première, et c'est un cours optionnel. Et là, vous dites, mais pourquoi il nous dit ça? Vous savez, les ingénieurs, les infirmières, les médecins, écoutez, il y a plein les comptables ont tous des cours d'éthique obligatoires au bac d'au moins 3 crédits, ce qui n'est pas le cas des avocats. Et là, les avocats vont en pratique, 10 ans plus tard, sont nommés juges. Ceux qui veulent ont des formations continues en éthique. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de donner avec André certaines de ces formations, donc ce qui les outille un peu mieux. Mais on comprend quand même que ce n'est pas dans l'ADN du droit et de la formation juridique d'avoir cette posture éthique. Alors, ça m'apparaissait important d'avoir des outils concrets. Alors, André et moi, avec la collaboration des juges, on a développé des grilles de délibération éthique, une en éthique professionnelle et l'autre qui porte sur l'acte de juger. Alors, j'aurai l'occasion sûrement d'en reparler, mais je voulais un peu mettre la table du projet, des principaux résultats et de vous permettre de mieux suivre les débats qui vont débuter. Je pense qu'on pourrait aller... je vais demander à Annie de venir. Je vais juste vous présenter les intervenants de ce soir. André Ouimet est professeur associé à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, où il enseigne dans le programme de PRD. Il met également son expertise au service du réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire, dont il est l'initiateur et où il exerce les fonctions de secrétaire général, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie et de la Commission de l'éthique de sciences et de technologie. Il est secrétaire général, il a été secrétaire général du Conseil de la magistrature durant plusieurs années et il est désormais formateur auprès des juges de la Cour du Québec et des cours municipales. Il conjugue enseignement, recherche et accompagnement des institutions judiciaires. André Lacroix,
Donc, c'est mêlant, deux André, mais bon. Et philosophe, juriste et éthicien, professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, membre du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance et chercheur associé à l'Institut d'éthique appliquée de l'Université de Laval. Ses recherches portent sur les dimensions sociologiques et épistémologiques des théories en éthique, ainsi que sur l'éthique professionnelle, sociale et économique. Donc, il s'intéresse de près aux modes de formation en éthique, tant au niveau citoyen que professionnel, et également au milieu du travail. Finalement, Elisabeth Corté a été admise au barreau en janvier 1974. Elle a débuté sa pratique au Centre communautaire juridique de Montréal. Alors qu'elle est directrice adjointe des services juridiques aux affaires criminelles et pénales, elle est nommée juge à la Cour du Québec en 2000, à la Chambre criminelle et pénale à Montréal, et elle coordonnera de 2005 à 2009 cette chambre. En 2009, elle est nommée juge en chef de la Cour du Québec et présidente du Conseil de la magistrature pour un mandat de 7 ans. Donc, elle a présidé le réseau francophone des conseils de la magistrature ainsi que le Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale. Elle est membre fondatrice de chacune de ces organisations. Et si je peux me permettre, en plus de son enseignement, de tous ses engagements, c'est quelqu'un qui a vraiment laissé sa marque dans la tradition juridique au Québec. Il y a même un prix qui a son nom qui est remis aux étudiants de l'Université de Montréal. Alors, première question, quelles sont, selon vous, les qualités ou compétences éthiques les plus essentielles pour un juge d'aujourd'hui? Cette question-là m'est adressée. On s'est préparé un petit peu. Oui. Ça a l'air improvisé. On s'est préparé. D'abord, je dois vous dire que vous êtes éblouissant. Oui. J'espère que vous allez être aussi éclairant et que mes réponses aux questions vont vous éclairer. Merci, Emmanuel. C'est bon. Avant de répondre à la question, je pense qu'il faut situer un peu de quoi on parle. De quoi on parle aujourd'hui? Emmanuel a mis un peu la table, comme elle disait. Elle a mis la table en parlant du rôle du juge et de l'éthique. D'abord, il faut savoir quel est ce rôle du juge. Dans un État de droit, le rôle du juge, c'est de rendre justice, de trancher des litiges. Trancher des litiges, ça veut dire écouter des parties et, au terme d'un procès, rendre une décision. Cette décision-là, elle va faire jurisprudence. Alors, donc, un État de droit est bâti sur un système judiciaire où on a un juge qui rend une décision. On appelle ça une fonction régalienne de l'État. C'est une fonction essentielle de l'État. Tout État de droit doit avoir un système de justice qui fonctionne de cette façon-là. Le juge, lorsqu'il rend une décision, il bénéficie d'une certaine protection. On va appeler ça l'immunité du juge. Alors, le juge est donc jouit de cette immunité-là. On ne peut pas poursuivre un juge, comme on ne peut pas non plus assigner un juge devant un tribunal. Cette semaine, la Cour d'appel nous l'a rappelé dans une décision où on voulait assigner des juges qui avaient rendu un rapport en disant non, les juges bénéficient d'une immunité et ils ne sont pas contraignables. En revanche, s'ils ne sont pas contraignables, ils sont imputables. Qu'est-ce que ça veut dire, imputable? C'est qu'ils doivent rendre des comptes. Rendre des comptes au sens où leurs décisions, elles peuvent être attaquées. Elles peuvent être attaquées en droit devant les tribunaux d'appel ou les tribunaux de révision. Donc, on peut contester une décision rendue par un juge en allant en appel ou en allant en révision judiciaire. Il y a aussi une autre façon d'être imputable pour le juge, et c'est son comportement. Si on estime que le comportement du juge n'est pas adéquat, on peut porter plainte auprès du Conseil de la magistrature, et c'est là que va arriver la question éthique. Il se trouve qu'il y a une agréable coïncidence ce soir. À une émission de télé, l'émission JE, on a justement l'actuel juge en chef qui va parler du rôle du Conseil de la magistrature du Québec. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il va dire, mais j'ai vu qu'on annonçait
cette intervention du juge en chef à l'émission JE. Donc, on va parler des pouvoirs du Conseil de la magistrature, du type de plainte qu'on examine et des sanctions qui peuvent aller avec ces pouvoirs, qui accompagnent ces pouvoirs. Donc, ce qui nous amène à parler du rôle d'un Conseil de la magistrature. Un Conseil de la magistrature, il en existe à peu près partout. Les provinces canadiennes, le gouvernement fédéral, puisqu'il nomme des juges, a un Conseil canadien de la magistrature. Et au Québec, il y a un Conseil de la magistrature qui vise à peu près, tout près de 500 juges maintenant, des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et les juges municipaux. Donc, tous ces juges sont sous la compétence du Conseil de la magistrature. Le Conseil de la magistrature, son rôle, on vient de le voir, ce n'est pas un tribunal d'appel. Il ne révise pas les décisions des juges. Il examine le comportement du juge. Est-ce que le comportement qu'a eu le juge, comportement qu'on va lui reprocher, que des citoyens comme vous pouvez reprocher à un juge, est-ce que ce comportement-là est un comportement qui est adéquat à ce qu'on attend dans la fonction de juge? Son comportement peut être évalué autant dans sa vie civile. Un juge est juge 24 heures par jour. On peut lui reprocher son comportement alors qu'il est à l'extérieur du palais de justice. Vous en aurez des exemples si vous avez le goût de lire dans le Journal de Montréal ou d'écouter l'émission JE, on a quelques exemples. Ou encore, on peut reprocher son comportement lors d'une audience au tribunal. Par exemple, on va reprocher à un juge d'avoir haussé le ton, d'avoir malmené un témoin, un expert, etc. C'est le rôle d'un Conseil de la magistrature d'examiner ce comportement-là. Pour examiner le comportement du juge, et on arrive, je réponds maintenant à votre question, on va examiner par rapport aux qualités qu'on attend du juge. Alors, quelles sont les qualités qu'on attend du juge? Ben, c'est des qualités éthiques. Il se trouve qu'il y a plusieurs années, à Bangalore, en Inde, plusieurs juges se sont réunis, des juges de plusieurs pays du monde, et ensemble, ils ont réfléchi à quelles seraient les grandes qualités des juges. Et ces qualités-là, en fait, ce sont des valeurs. Les grandes valeurs de la magistrature, on peut les résumer facilement sous 3 I. Indépendance, impartialité et intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance? Ça veut dire que le juge y rend une décision uniquement à la faveur du droit et des faits qui lui sont soumis. Donc, un juge, il ne peut pas sortir du droit. Il doit dire le droit, l'interpréter, mais à la lumière des faits qu'on lui a soumis et des textes de loi adoptés par le législateur. Ça, c'est l'indépendance. L'impartialité, c'est qu'il ne doit pas se placer d'une situation où il serait appelé à privilégier l'une des parties. Il ne peut pas être en conflit d'intérêts. Alors, on lit souvent l'impartialité au conflit d'intérêts. Donc, le juge doit avoir un esprit ouvert lorsqu'il entend une cause et entendre autant l'un que l'autre sans préjugés. Ça, c'est l'impartialité. L'intégrité, qui est cette troisième valeur, c'est son comportement. Dans son comportement, il doit être exemplaire. Les attentes que les citoyens, que les justiciables ont envers les juges, ce sont des attentes très, très élevées. Donc, son comportement doit être exemplaire. Donc, les qualités que le juge doit avoir, ce sont celles-là. Ça, ce sont des valeurs professionnelles. Il se trouve que parfois, dans tous les cas, le juge a aussi des valeurs personnelles, comme tous nous autres. Chaque personne a des valeurs personnelles. Et il peut arriver des fois que ces valeurs personnelles et professionnelles se heurtent, qu'on ait un conflit entre les valeurs et que le juge doive trancher entre ses valeurs personnelles et ses valeurs professionnelles. Alors, on en parlera sûrement à l'occasion d'autres interventions. Je terminerai en vous disant
qu'une autre qualité, une autre valeur que le juge aujourd'hui doit avoir, c'est le courage. Pourquoi je parle de courage? Parce que le juge dit le droit tel qu'il est écrit. Et vous le savez, hein, vous vivez dans cette société en 2026, les médias sociaux. Dans les médias sociaux, on commente les décisions des juges. Il y a des commentateurs, il y a des analystes. Bref, les jugements des tribunaux où le comportement du juge est examiné à la loupe. Ça prend beaucoup de courage parfois. Lisez les journaux, écoutez les médias. Ça prend beaucoup de courage pour un juge de ne pas condamner quelqu'un, de lui donner le bénéfice du doute, le doute raisonnable, la conviction intime qu'on appelle en France. Il faut absolument que l'État prouve que la personne a fait un acte répréhensible hors de tout doute raisonnable. C'est un fardeau qui est très, très exigeant, mais qui protège, dans une société démocratique, les individus contre des abus de l'État. Alors, ça prend beaucoup de courage à un juge pour déterminer que cette preuve-là n'a pas été apportée, alors que le tribunal populaire, les médias sociaux sont déjà enflammés pour dire que cette personne-là était coupable et qu'elle mériterait prison et je ne sais quoi. Ça prend aussi beaucoup de courage pour s'opposer parfois au gouvernement. Je vous donne l'exemple, il y a quelques semaines aux États-Unis, la Cour suprême s'est opposée au gouvernement américain. Aux États-Unis, on sait que les juges sont assez identifiés, là, démocrates, républicains. Contrairement à chez nous, je pense qu'on peut identifier assez facilement qui sont les juges démocrates, qui sont les juges républicains. Et moi, je me disais, pour les juges républicains qui sont allés à l'encontre des décisions prises par le président des États-Unis, ça prenait beaucoup de courage, probablement plus que pour les démocrates, où on s'attendait à ce qu'ils disent le droit tel qu'il se présentait. Donc, outre les vertus ou les valeurs qu'un juge doit présenter, impartialité, intégrité et indépendance, moi j'ajoute aussi aujourd'hui le courage. Ce n'est pas écrit dans des textes que le courage doit être une valeur du juge. En même temps que je vous amène cette précision, tout ce que je viens de vous dire, c'est inscrit dans des textes, mais des textes qui ne sont pas des codes, comme on voit dans les ordres professionnels, des codes de déontologie. Au Québec, on va appeler ça le code de déontologie de la magistrature. C'est une expression qui n'est pas adéquate. La Cour d'appel l'a rappelé, ce n'est pas vraiment un code de déontologie, c'est plutôt un énoncé de valeurs. Tout comme dans d'autres juridictions, par exemple au Conseil canadien de la magistrature, on va appeler ça les principes déontologiques. Alors, ce n'est pas un code, ce sont des principes déontologiques. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Indépendance, impartialité, intégrité. La France vient d'adopter une nouvelle charte de la déontologie judiciaire des magistrats. Qu'est-ce qu'on retrouve? Indépendance, impartialité et intégrité. Alors voilà les qualités, j'ai pris pas mal de temps, mais voilà les qualités du juge. On pourra en reparler à la faveur de vos questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent se prononcer, André, Elisabeth, pour compléter avant qu'on passe à l'autre question? Voilà, je m'excuse. Je fais bien de m'aider, Emmanuel. On travaille en équipe. Non, c'est bon. Je laisserai ça comme ça. Il a tout dit. Il a parlé assez longtemps, je pense. On se connaît bien, hein? Oui, on est des amis. On était ensemble au Conseil de la magistrature en même temps, alors on est complices. Moi, je suis prête pour ma question. C'est moi. Merci. Alors, la deuxième question, c'est une question en 3 volets. Donc, vous me permettrez de les poser les Oui. unes après les autres. Alors, on veut
Savoir comment voyez-vous l'éthique dans votre travail? Avez-vous, en tant que juge, vécu des situations où la tension entre le droit et l'éthique était particulièrement marquée? Et comment les avez-vous résolues? Alors, moi aussi, je vais commencer en vous disant peut-être une petite introduction. Là, moi, je suis vraiment une praticienne du droit, avocate qui a pratiqué en droit criminel, juge qui a siégé en droit criminel avant d'avoir géré la cour. Alors, moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas professeur, je suis vraiment... mon expertise, c'est vraiment une expertise terrain. Alors, quand on me demande comment voyez-vous l'éthique dans votre travail, bien, je vais vous dire que j'espère qu'il n'y en a pas de juges qui n'ont pas d'éthique. C'est pas compliqué. Les juges sont choisis. Professeur Marceau en parlait tout à l'heure. Il faut être avocat pendant 10 ans, faire un concours, passer devant un comité, être recommandé pour la magistrature. C'est sûr que ce comité-là a plein de balises, puis on cherche à savoir si on est compétent, si on est des bons juristes, si on est des bons travailleurs, si on va être capable de rendre nos jugements à temps, c'est tout ça. C'est très difficile de déterminer est-ce qu'une personne est éthique ou pas, mais c'est sûr que fondamentalement, ça soutient tout ce qu'est un juge. Parce que quand tu n'as pas une éthique personnelle, ben c'est difficile d'avoir une éthique comme juge. C'est pour moi, là, c'est comme la base. C'est sûr qu'il y a toutes les qualités qu'André a énoncées. Puis bon, évidemment, on ne passe pas outre ça non plus. Mais de dire qu'on a besoin d'avoir ces qualités-là, bien, il faut qu'on ait cette qualité qui est imbue, là, si vous voulez, là, de la fonction de juge. Puis je vais vous dire, pas seulement André en a parlé aussi, pas seulement dans la fonction de juge, mais dans votre vie personnelle. Puis pour moi, c'est un tout. On est une personne éthique ou on n'est pas une personne éthique. On a une bonne éthique ou on n'a pas d'éthique. Puis c'est pas, tu sais, tu peux pas avoir une éthique le jour, quand tu sièges dans ta salle d'audience, puis t'en aller chez vous, puis pas en avoir. Puis tu sais, c'est des exemples qui sont faciles dans le fond. Alors, l'éthique de juger dans le quotidien, je vais y revenir tout à l'heure, mais une éthique dans votre vie personnelle, puis on a eu des plaintes au Conseil de la magistrature, c'est sûr, est-ce que je fais bien ma déclaration d'impôt sur mon revenu? Est-ce que j'inclus tous mes revenus? Est-ce que je paie les employés chez moi au noir ou pas? Est-ce que je paie les... Vous savez, ça, c'est des questions de tous les jours, de toutes les personnes. Une personne éthique doit agir par rapport à ces exigences-là. Puis quand tu es juge, bien, ça se décline différemment. Hein? André en a parlé aussi. On a tous des valeurs. La première chose qu'on essaie d'enseigner aux juges, c'est soyez conscients que vous aussi, vous avez des biais, vous avez des préjugés, vous avez des opinions, vous avez des valeurs qui ne sont pas comme les valeurs de votre voisin nécessairement. Alors, pour se rendre compte qu'on a des biais ou qu'on a ces préjugés-là, parce qu'il faut pouvoir s'en prémunir, parce que si on veut juger de façon impartiale, il faut savoir qu'on a des préjugés. Si tu ne sais pas que tu as des préjugés et que tu penses que tu n'en as pas, bien, tu ne pourras pas juger de façon impartiale. Alors, cette éthique-là, ce n'est pas une question de situation, c'est une question intérieure. Puis je disais souvent, quand on se regarde dans le miroir, le matin ou le soir à la fin d'une journée, c'est est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien jugé? Est-ce que j'ai bien décidé en fonction des valeurs qui sont justes? Hein? Alors, est-ce qu'il y a des tensions? C'est sûr qu'il va y avoir des tensions. Hein? Des tensions, il y en a toujours. On en a, tu sais, ça coûte moins cher quand tu payes au noir que quand tu ne payes pas. Mais c'est une tension tous les jours. Quand tu décides comme juge, puis j'écoutais professeur Marceau,
bon, c'est vrai là, qu'il y a bon, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 là, de l'éthique qui se mêle de la fonction de juge, mais moi, je trouve que ça a toujours été là. Un juge a toujours eu à évaluer la crédibilité d'un témoin, d'un accusé. Il faut toujours, c'est la première affaire, est-ce que cette personne-là me dit la vérité? Il n'y a pas rien d'écrit pour dire si la personne elle dit telle affaire, c'est vrai, si elle dit telle affaire. On a connu, il y a quelques années, tu sais, toute l'affaire de la gestuelle, puis le comportement, si la personne ne te regarde pas dans les yeux, elle ment, si la personne hésite, elle ment, mais il n'y a pas de règle. Alors, c'est vraiment le juge, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, je vous le garantis, évaluer la crédibilité de quelqu'un. Vous avez un ami, vous avez un enfant, vous dites, je sais quand est-ce que cette personne-là me dit la vérité, quand est-ce parce que vous la connaissez. Vous l'avez vu dire la vérité, vous l'avez vu mentir, vous savez de quoi elle a l'air. Un juge dans une salle d'audience voit une personne pour la première fois et la dernière fois de sa vie, fort probablement. On juge comment là, que cette personne-là dit la vérité. Alors, c'est vraiment notre intérieur, là, notre sens de la justice, notre éthique, nos valeurs, qui nous mènent à dire, bien, je la crois cette personne-là ou je ne la crois pas cette personne-là. Quand on parle de sentence, par exemple, bien, moi, évidemment, je suis une criminaliste, alors, coupable, non coupable, c'est coupable, il y a une sentence, alors. Puis dans les sentences, depuis toujours, il y a eu cette place pour l'éthique, pour les valeurs personnelles, les valeurs sociétales. Et même le droit, la loi dit, là, je vous donne un exemple très rapide, là, vous sentencez quelqu'un, vous avez à regarder les objectifs de sentence. La réhabilitation, la dissuasion, la dénonciation, la dissuasion, la réhabilitation. Il n'y a rien qui dit au juge, bien là, aujourd'hui, dans ce cas-là, tu vas faire la réhabilitation ou tu vas privilégier la dissuasion. Alors, c'est chaque cas, dans chaque cas, le juge doit se demander, avec ses valeurs, avec les valeurs de la société, c'est sûr avec les balises du droit. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de balises, il y en a. Il y a d'autres causes qui ont dit ça doit être telle façon, d'autres juges qui ont décidé, la Cour suprême qui a dit que, puis il faut suivre ça. Mais dans une certaine mesure, la personne qui te dit cette personne-là, aujourd'hui, cet accusé-là, aujourd'hui, tu vas privilégier la réhabilitation ou tu vas privilégier la dissuasion. Ça, c'est chaque fois, chaque jour, dans chaque salle d'audience, les juges décident ces choses-là. Les motifs raisonnables de la Charte, on en parlait. Il faut avoir des motifs raisonnables pour effectuer une arrestation. C'est quoi les motifs raisonnables? Bien sûr, il y a des jugements qui disent c'est telle chose, il y a des... Il faut considérer telle affaire, il faut considérer telle affaire. Mais, comme on dit en bon français, le bottom line, c'est le juge dans sa salle d'audience qui dit « moi, avec les valeurs, moi qui interprète ces décisions antérieures à moi et que je suis obligée de suivre, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je trouve que c'est raisonnable ou est-ce que je ne trouve pas que c'est raisonnable? » Évidemment, entre en fonction, c'est sûr, les qualités, intégrité, indépendance, le courage de dire, tu sais, même si le journaliste il trouve que je suis dans le champ, mais moi, c'est mon rôle, dans mon rôle de juge, je trouve que c'est ça, puis je l'explique, je le dis, puis je vais vivre avec ça. Alors, tous les jours, l'éthique joue un rôle dans nos décisions. Je répète qu'un juge qui n'a pas d'éthique, quant à moi, c'est un bien mauvais juge, indépendamment des cours qu'on a. On a des cours, bien sûr, on a des cours, mais tu sais, l'actuel président des États-Unis pense que c'est une personne éthique. Fait que, tu sais,
des fois, l'éthique, c'est aussi... il faut être honnête dans notre évaluation de notre éthique. Tu as beau dire, ben moi, je trouve que j'ai raison, ben, tu sais. Puis, tu sais, pas... Tu sais, quand on juge, on arrive dans une salle d'audience, on a 40 causes sur le rôle. On a 25 sentences à rendre. Puis là, ben, tu sais, t'es fatigué, ça te tente pas. Ah, ben là, je vais remettre celle-là, je vais remettre celle-là. C'est pas toujours juste des décisions sur, tu sais, qu'est-ce que je fais avec un cas en particulier, c'est ton comportement, là. Ton éthique de travail est importante pour le processus. Je dirais que malgré tout ça, malgré le fait que l'éthique est différente nécessairement pour chaque individu, il faut quand même qu'il y ait des balises. Hein? Il y a quand même des balises. Ce n'est pas n'importe quelle de tes valeurs, ce n'est pas n'importe quand que tes valeurs entrent en ligne de compte nécessairement. Alors, c'est important qu'il y ait des balises malgré ça et que ces balises-là soient non seulement légales ou de droit, mais aussi des balises éthiques. Hein? Alors, on a le code de déontologie qui permet de contrôler ça. Puis, il ne faut jamais perdre de vue que la confiance du public. André a parlé tantôt de l'importance du judiciaire, des trois pouvoirs dans une société démocratique, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. C'est très important que le judiciaire et donc les tribunaux et les juges soient considérés. Mais pour qu'ils aient le poids nécessaire, il faut avoir la confiance du public. Et souvent, les tensions sont là. Hein? L'éthique du juge, pas seulement personnelle, mais sociétale, d'impliquer pas seulement ses valeurs, d'agir éthiquement en fonction de ce qu'il croit fondamentalement, mais de ce que la société exige. Puis on le voit là. Par exemple, dans les sentences, il y a plein de sentences qui ont évolué. Le cadre de ces sentences-là ont évolué parce que la société a dit, par exemple, c'est assez de conduire avec les facultés affaiblies ou c'est assez, par exemple, de tuer quelqu'un dans un accident automobile quand tu as les facultés affaiblies. Alors, les sentences ont varié aussi parce que les valeurs sociétales sont prises en compte. Alors, c'est un peu ces tensions-là, quand on me demande est-ce qu'il y a eu des tensions, bien sûr qu'il y a des tensions. Un que j'ai vécu, André me le rappelle à chaque fois, c'est 2 jeunes qui transportent de la drogue, de la cocaïne, qui demandent des sentences de 10, 15 ans, 20 ans de pénitencier parce que c'est grave, parce que c'est important, parce que ça toutes les raisons que vous connaissez. Et le fait que tu as 2 accusés, 2 jeunes étudiants, pas d'antécédents judiciaires, une bonne vie familiale, qui n'ont jamais mis un pied croche devant l'autre, pour qui la prison ne changera rien, ne va pas les réhabiliter. Je croyais ça, là. À un moment donné, là, comment tu combines ça, ces choses-là? Alors, il faut, je pense, pouvoir vivre avec tes convictions personnelles et l'application de la loi, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un juge, il n'est pas, là je ne vais pas dire pas payé pour, mais je pourrais dire il n'est pas payé pour juger selon ses valeurs personnelles. Le juge est payé pour juger en appliquant le droit. C'est la règle numéro 1 du Code de déontologie. Fait que tu peux pas juste dire ben moi, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que ça vaut 20 ans pour cette personne-là, parce que moi, je lui dirais sois chez toi avec un sursis pendant 2 ans. Bien, ce n'est pas nécessairement ta valeur qui doit prendre le dessus. C'est vraiment il faut réussir à réduire ces tensions-là, ces deux pôles qui tirent,
qui t'étire des fois pour arriver avec quelque chose avec laquelle, une décision avec laquelle le juge peut vivre, mais aussi que la société peut accepter. Parce que si la société n'accepte pas les décisions des juges, la confiance du public dans le judiciaire s'érode et l'autorité judiciaire n'existerait plus. Alors ça c'est, à mon avis, la plus grosse tension. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent interagir sur cette question? Oui, je propose André. On est en train de s'obstiner un peu. Oui, c'est ça. S'abstiner un peu. Ben oui, exact. Vas-y. On peut, Non, non, mais nous, on se connaît bien. Exact, oui. Bonsoir tout le monde. Moi, dans la présentation qu'Emmanuel faisait, c'est vrai que j'ai dirigé sa thèse de doctorat. Moi, je suis avocat de formation. Je dis souvent à la blague que je suis un avocat défroqué. J'ai été, pendant 15 ans, membre de l'ordre du barreau. Donc, j'ai pratiqué plus ou moins le droit. Puis, je suis devenu prof de philo par la suite. Donc, j'entends beaucoup de choses parler d'éthique. J'ai un ensemble de désaccords face à ce qui s'est dit. Donc, Moi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais moi aussi. D'accord. Ça commence à être intéressant. C'est magnifique. Mais quand on parle d'éthique, j'entends souvent, en fait, ça faisait résonance quand vous parliez d'éthique, c'est un cas de conscience. Quand vous parliez d'éthique, c'est le bien. Quand vous avez évoqué le fait que l'éthique, c'est pas surtout pas penser en situation. Moi, je vous revire ça tout à l'envers. Je pense que l'éthique, c'est d'abord, parce que je vais commencer à préciser ce que c'est l'éthique, puis après ça, on parlera des rapports entre l'éthique et le droit pour arriver dans cette logique-là. L'éthique, c'est une réflexion en situation. Alors, quand vous dites le juge pense en droit d'abord, le juge pense avec ses valeurs, puis c'est correct comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il faut juste que ces valeurs soient balisées par la situation, puis comment elles vont être mobilisées dans la situation, ces valeurs-là. Je vais prendre une anecdote, puis vous me corrigerez. Comme je suis avocat, ma fille aussi est avocat. Ah, mais jusque-là, je suis d'accord avec vous. Là. Je m'en viens. Attendez-moi. Je pense que tous les avocats vont dire, à un moment donné, quand on arrive à la cour, on peut parfois choisir notre juge aussi parce qu'on sait qu'il y a des juges qui vont être plus complaisants, moins complaisants, plus prêts à écouter telle situation que telle autre. Donc, le juge arrive avec son bagage aussi. Alors, il ne faut pas avoir une vision désincarnée, me semble-t-il, de ce rôle de juge-là. Puis pour moi, c'est bien correct comme ça dans la perspective. Donc, si je reviens juste avec mon idée, c'est quoi le juge, là, ou plutôt c'est quoi l'éthique, c'est une pensée en situation qui essaie de mobiliser une réflexion sur des valeurs. Puis ces valeurs-là, elles sont mouvantes dans la société. Alors, je ne peux pas ramener l'éthique à un cas de conscience. Je ne peux pas ramener à l'éthique quelque chose de bien ou de mal, parce que moi-même, je ne suis pas sûr de savoir c'est quoi le bien ou le mal. Je le découvre au quotidien dans ma réflexion, puis je pense que les juges font la même chose d'une certaine manière. Puis ils font évoluer leur compréhension du bien avec ce que la société est. Vous l'avez évoqué dans cette perspective-là. Donc, dans ce cadre-là, juste penser l'éthique dans cette logique-là, c'est ensuite dire, c'est quoi le rapport entre l'éthique et le droit? Alors, là, ça va être la deuxième étape. Vous disiez tantôt avec raison, il y a toujours eu de l'éthique. C'est pas nouveau. C'est vrai avec les Grecs. Comme philosophe, on passe par là souvent. On commence avec les Grecs. Il y a eu effectivement une réflexion éthique d'entrée de jeu dans notre société. Qu'est-ce qui change maintenant pour que l'éthique soit tellement à la mode ou tellement mobilisée à droite et à la gauche? Je pense d'abord, parce que vous avez parlé, je revenais à la fin, avec l'autorité du droit. Je pense que l'éthique a une marge, monte en popularité avec la crise du droit. Il y a de moins en moins d'autorité du droit dans notre société, même si je pense qu'il faut qu'il y ait du droit dans notre société. Il y a une crise de légitimité. Il y a des chercheurs qui ont évoqué ça, une crise de légitimité. Puis c'est pour ça que quand on faisait le livre, quand Emmanuel a fait sa thèse, après ça on a fait le livre avec Emmanuel sur la dimension éthique de l'acte de juger. Puis il y a d'autres chercheurs qui l'ont dit avant nous. Pourquoi on respecterait la loi? De plus en plus, on se pose cette question-là, c'est pourquoi on respecterait la loi? Et de plus en plus, on se rend compte que, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter la loi, loin de
moi cette idée. Bien sûr, on se dit pourquoi il faudrait respecter la loi. Si ce droit-là c'est la crise de l'État-providence, c'est la crise de nos institutions aussi. Quand il n'y a plus d'autorité qui prévalent en société plus qu'une autre autorité. Et c'est là que l'éthique commence à avoir son rôle à jouer dans la réflexion sur le droit, dans la réflexion sociale. Puis je pense aussi dans la formation des juges d'une certaine manière. Donc, quand on parle de crise du droit, c'est un peu ça qu'on fait évoquer dans le livre. Il y a de plus en plus une porosité du droit qui va chercher des mobiles éthiques pour rendre justice. Et moi, ça fait bien mon affaire dans cette perspective-là. Là, vous avez parlé, prenons, quand on veut dire là, qu'on met en place des choses, essayons d'y aller avec un exemple pour être moins confus. Par exemple, quand on parle de l'aide à mourir, la loi sur l'aide à mourir, qu'est-ce qui est arrivé dans cette affaire-là? À un moment donné, on a voulu donner le droit aux médecins de pratiquer ce que moi j'appelle l'euthanasie. Grosso modo, c'est un peu l'idée. Mais il fallait se donner un espace pour le faire. Donc, on a construit ce qu'on appelle les lois éthiques, une loi réflexive, c'est-à-dire on a construit une frontière pour permettre aux médecins de participer avec son patient à une réflexion éthique. On l'a mis à l'abri de poursuites pour le faire d'une certaine manière. Pour moi, ça, c'est une loi éthique, puis c'est la porosité du droit entre l'éthique. On a dit, le droit ne suffit plus. Il faut aussi créer des instances, des moments où on donne aux citoyens la possibilité de prendre une décision qui, à une autre époque, ou qui, dans la société, ne fait peut-être pas consensus. Donc, on les met à l'abri dans cette perspective-là. Donc, c'est ça qu'il y a une porosité entre le droit et l'éthique de plus en plus. Puis, je pense, dans l'acte de juger, de plus en plus, il y a cette porosité-là aussi pour le juge parce qu'on n'a plus de morale commune dans la société. Il y a un ensemble de valeurs qui font écho dans la société. Il y a plutôt que d'avoir une morale commune, il y a des morales qu'on déploie dans la société. Puis là, quand je parle de morale, pour moi, l'éthique, ce n'est pas la morale. La morale, c'est quelque chose qui a une dimension déontologique, qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Je viens de vous dire que l'éthique, je ne sais pas ce que c'est qui est bien et qui est mal. Alors, c'est essentiellement l'éthique, une réflexion sur des valeurs, une réflexion sur le bien dans cette perspective-là. Donc, au fond, il faut voir ce que vous avez évoqué tantôt quand on parlait d'éthique. Si on la met, l'éthique, en situation, on part d'une situation pour commencer à construire, à partir de cette situation-là, en mobilisant des valeurs pour donner un sens à cette situation-là et à la décision qu'on va prendre. Là, je viens d'ajouter une couche, donner du sens. Pour moi, l'éthique, c'est ça. C'est une réflexion qui va mobiliser des valeurs pour donner du sens à une décision. Parce qu'on veut que cette décision-là soit, à défaut, partagée par tous, qu'on puisse l'argumenter d'une certaine manière dans l'espace public. Alors, quand on parle de dimension éthique de l'acte de juger, puis quand on parle de former les juges en matière d'éthique, Emmanuel, je pense tantôt l'évoquait, c'était il n'y avait pas de formation à l'origine en droit. Encore une fois, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que si on pouvait faire un autre pas, dans le 20e siècle, qu'est-ce qui a rendu compte de la morale publique? C'est le droit. Si aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de morale publique, mais il y a des morales, il y a une crise du droit dans cette logique-là, dans cette perspective-là, parce qu'il n'y a plus rien qui fait consensus. Donc, on va aller mobiliser des valeurs pour pouvoir le réfléchir. Et c'est sans doute parce que le droit cesse, à mon avis, d'incarner la morale publique. Et encore là, je ne suis pas en train de vous dire que ça ne prend pas du droit, que ça ne prend pas des normes, que ça ne prend pas des régulateurs dans l'espace public, mais dans cette perspective-là, ça prend plus que ça. Alors, je vais laisser la parole à Emmanuel. Pour moi, il y a une complémentarité entre le droit et l'éthique. Il n'y a pas nécessairement une opposition, même si ce que je viens de vous dire peut sembler donner cours à ça, à savoir qu'il y a une opposition. Pour moi, il y a plus une complémentarité. Et je pense que dans tout acte de juger, les juges, puis c'est pas juste les juges, je parle des fois aux ingénieurs ou en fait à des scientifiques, puis ils sont très fâchés que je leur dise, écoutez, il y a de l'éthique dans vos réflexions de recherche scientifique. Puis j'ai été président du comité éthique santé publique du Québec pendant quelques années, avant la pandémie. Puis maintenant, je travaille avec la santé publique de France pour pouvoir les former à l'éthique aussi, les chercheurs. Puis là, quand ils nous disent, ils prennent des décisions, je dis, écoutez, attendez, là, vos décisions, ils disent, ça, c'est scientifique, M. Lacroix. Attendez, là, on va mettre ça en perspective. C'est sûr que je suis en train de
de partir d'une affaire complotiste, là. Je pense que, très, très sincèrement à la science, j'y crois très fortement à la science, mais accompagner le chercheur quand il nous dit ça, c'est des données probantes, puis j'en suis, c'est des données probantes, mais c'est quoi notre seuil de tolérance au risque? Comment on le réfléchit? Ça, c'est de l'éthique pour moi. C'est un peu de la même manière quand vous parliez des sentences qui sont décidées. Bien, il y a comment le juge, puis là, vous allez me répondre mieux que moi parce que vous l'avez été, ce que je n'ai pas été, mais comment le juge va donner préséance à une sentence moindre, puis il y a toutes les règles d'interprétation du droit, j'en suis aussi, mais il va avoir une décision en fonction de valeurs qui vont primer en quelque part dans son geste. Puis des valeurs personnelles au juge, et probablement, c'est là que c'est important d'avoir une réflexion éthique pour dire comment je peux développer une prise de décision qui va me permettre de ne pas d'évacuer mes biais, parce qu'on en a tous des biais culturels, cognitifs et autres. Il faut juste les nommer puis les prendre en considération dans l'acte de juger. Puis là, on arrive dans la réflexion éthique, dans la décision éthique. Je me tais là-dessus, j'ai assez parlé. Non, mais Je me permets de faire la co-animation, très Annie. bien, parce que là, votre animatrice... Une petite suggestion, parce qu'on voit que tout le monde est emballé, puis c'est super, c'est ce qu'on veut sur un panel. Je sais qu'André Ouimet voulait réagir, fait que je vais lui laisser le temps. Je suggère qu'on coupe la question 3, qui est finalement très en lien avec la 2 et qui est après l'intervention d'André. Voilà. C'était mon plan. Bien, moi, je vais revenir sur deux choses que tu as dit, André. La première chose, c'est l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, il y en a une loi au Québec puis une loi canadienne. Et je ne suis pas sûr qu'il y aurait une loi canadienne s'il n'y avait pas eu un jugement de la Cour suprême. Le jugement de la Cour suprême, il faut se rappeler l'histoire, l'arrêt Rodriguez d'abord, où la Cour suprême a dit l'euthanasie, c'est criminel, on ne peut pas faire ça. Je simplifie, là. À peu près 10 ans plus tard, l'arrêt Carter vient dire « Oh, attention, là, ne pas permettre à quelqu'un de mourir dignement, c'est une atteinte à la vie, à la santé et à la sécurité. » Donc, on demande aux législateurs canadiens de faire une loi sur l'aide médicale à mourir, ou l'euthanasie, comme tu appelles ça. Donc, le rôle de la Cour suprême a été drôlement important pour dire le droit à l'interprétation, comme tu disais, Emmanuel, au départ, de la Charte. C'est la Charte qui est interprétée par un tribunal, donc qui dit le droit. Alors, le droit est nécessairement en lien avec la société, on le voit. 1990, 2000, 10 ans se passent et on change complètement la règle de droit. Alors, je ne dis pas que tu n'as pas raison, mais ce n'est pas un bon exemple parce que le législateur est intervenu parce que le tribunal lui a dit d'intervenir. C'est la même chose pour le droit à l'avortement. Même chose. Même chose exact. pour la cause de Morgenthaler, Exact. où un juge n'aurait pas pu prendre la décision que le jury a prise. OK, mais ça, c'est la première phase des dissociations du droit. C'est dans ce qu'elle va dire. Non, mais c'est ça, je veux juste approcher le micro. Mais ça, c'est la première phase des dissociations du droit. Parce que ce que vous évoquez là, c'est essentiellement des jugements qui ont été pris en fonction des chartes. Vous allez peut-être me dire l'autre. L'avortement, non, mais l'avortement, non. De toute façon. En fonction de valeur. Ouais. Dans la Cour suprême, en fonction de la charte. Bien, c'est là qu'on voit arriver, qu'on voit débarquer l'éthique dans le domaine juridique. C'est essentiellement ça. Je peux compléter peut-être ton idée. Dans le fond, c'est de se dire, c'est cette loi-là que j'avais analysée dans ma thèse là, sur l'aide médicale à mourir. C'est dire qu'on vient de donner finalement la possibilité à des médecins, à des patients, selon certains critères, d'ailleurs critères qui ont été élargis par les tribunaux, Oui. hein, mais de pouvoir avoir... Là, je vois quelqu'un qui jubile devant, qui va faire un doctorat là-dessus, là, donc c'est juste pour vous, Luce. Qui est venu finalement élargir le tribunal, mais on est venu donner cette possibilité-là de choisir, mais sans... On a permis une action, mais on n'a pas dit dans tous les cas. Puis on a dit quoi? On a dit, bien, réfléchissez. C'est un peu ça, dans le fond. Analyser, est-ce que finalement, on répond aux critères? Puis là, la Cour est venue dire, bien là, ce critère-là, non, ça ne marche pas, on l'enlève, puis bon, etc., la révision judiciaire. Mais c'est un peu ça. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un changement dans la posture du droit. Fait que, dans le fond, tout ce que vous dites, moi, je suis d'accord avec tout le monde. Hein? Je vais tout réconcilier vos points de vue. Mais
mais c'est de dire qu'il y a différents moments. Tu sais, je pense que ce qu'André veut mettre l'accent, c'est de dire, bien, on a de plus en plus des lois, et ça, c'est la troisième phase, où on va moins diriger, imposer. On le voit beaucoup là, dans les bacs à sable réglementaires en IA, oui, c'est ça, pour donner d'autres exemples, mais ou des budgets participatifs, où on va demander à des citoyens de voter des parties du budget. Bref, il y a comme une genre de, on va le dire comme ça, de délégation de la part du législateur pour construire la norme. Et ça amène une nouvelle dynamique dans le droit, qui n'est pas la dynamique traditionnelle de top-down, excusez-moi l'anglicisme, où justement on va énoncer les normes et les gens vont obéir. Puis ça, André... Oui. Mon deuxième élément, je voudrais revenir sur le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est la règle de droit et les valeurs ou l'éthique. Moi, à mon avis, la règle de droit, elle est mieux connue, je ne dirais pas bien connue, mais mieux connue qu'elle l'était. Donc, les risques de dérive éthique sont plus élevés. Prenez l'exemple d'une campagne électorale. Prenez l'exemple de l'ancien président du Parti libéral, au chef du Pablo Parti libéral, Rodriguez. M. Rodriguez. La règle de droit, elle était connue. Personne n'est allé à l'encontre de la règle de droit. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? C'est que des gens auraient donné des contributions, et c'est tellement vrai que le législateur est intervenu rapidement après pour dire « Ah, on va corriger cette zone-là qui n'est pas éthique. » Ou encore, quand on reprochait à certains politiciens d'aller sur le bateau d'un homme d'affaires, et tout le monde disait « C'est pas illégal. J'avais le droit d'y aller. » Qu'est-ce que les gens reprochaient à ce moment-là? C'est d'aller à l'encontre des valeurs de la société. La règle de droit, elle était claire, elle était connue, et ces gens-là disaient, on n'a pas violé aucune règle de droit. Donc, nos règles de droit aujourd'hui, elles sont généralement bien connues, surtout par les acteurs principaux là, de nos systèmes, soit parlementaires, exécutifs ou judiciaires. Ben oui, mais... Puis j'ajouterais, si vous me permettez, que la règle de droit, là, quand je vous écoute, c'est comme si le droit était comme statique, là. Alors que le droit n'est pas statique. Alors que depuis le temps que je suis avocat et juge, que le droit a évolué avec les valeurs de la société. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, si je prends juste l'exemple là, des... Tu sais, je prends l'exemple là, des... parce que c'est toujours à la mode, là, mais des causes d'agression sexuelle, par exemple. Et les règles de droit, les règles de preuve entourant les témoignages des victimes d'agression sexuelle, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé parce que les valeurs, puis je dirais, franchement, les valeurs éthiques de la société ont changé. Les témoignages des enfants, là, tu sais, un enfant victime d'agression sexuelle, puis qui se contredisait sur les places, sur l'heure, sur les détails, tu sais, puis là, le juge disait, ben oui, mais là, regarde, il s'est contredit là. Oui, mais tu sais, il y a 4 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, jusqu'à temps que le droit rattrape un peu les valeurs de la société qui disaient ça n'a pas de bon sens, là. Parce que là, si on ne tient pas compte du fait que ça ne peut pas être un témoin qui va être considéré comme un témoin adulte, bien là, on fait quoi avec toutes les agressions sexuelles sur les enfants où le seul témoin, c'est l'enfant? Alors, tu sais, les valeurs de la société ont fait que la règle, je suis d'accord, souvent pas assez vite, probablement pas parfaitement non plus, mais c'est pas statique. J'ai de la misère à mettre la place de l'éthique là-dedans. Et toi, tu parles d'exemple en droit criminel. Oui. Mais moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants au premier cycle en droit, quand j'ai fait mon cours de droit, le cours de droit durait 3 ans. Il n'y avait pas de charte, il n'y avait pas de loi de protection du consommateur, il n'y avait pas de loi de santé et sécurité du travail, et nommez-les. Aujourd'hui, le cours de droit, il y a 3 ans, toujours, et il y a tous ces cours-là, toutes ces lois-là qui se sont ajoutées au fil des ans, que les étudiants doivent apprendre. Alors moi, je lui dis, vous êtes extraordinaires, vous êtes sans doute des cerveaux qui peuvent absorber plus de matière que nous, on pouvait le faire à l'époque. Quand on faisait un cours en 3 ans, on se disait, hey, on est débordé, c'est effrayant tout ce qu'on a à apprendre. Puis ça se limitait à peu près au Code civil, Code de procédure civile. Le Code criminel était épais comme ça. Oui.
Tu sais, là, c'est comme une affaire, hein? Alors, on voit que notre question 2, en 3 volets, a vraiment suscité l'intérêt. On a même répondu à une autre question. Donc, on est rendu à notre 4e question. Comment la recherche en éthique appliquée peut-elle influencer concrètement la formation et la pratique des juges? Merci, Annie. Donc, je vais me lancer. Bien, c'est une belle question. En fait, on souhaite que ça l'influence. On souhaite qu'il y ait ces moments-là de dialogue et ces lieux-là pour mettre à la fois des chercheurs puis des praticiens de l'éthique, parce qu'André, je pense, le dit, mais on est aussi des praticiens, on n'est pas juste des chercheurs, on fait de l'intervention en éthique avec des scientifiques, des organisations, avec des juges, etc. Donc, d'avoir des comités d'éthique. Donc, d'avoir ces moments-là pour finalement aider à conceptualiser. Tu sais, je vous entendais parler, de mais il me semble que de l'éthique, là, bien, apprendre, mais y en a-tu de l'éthique? Si oui, comment et pourquoi? Donc, il y a beaucoup dans la formation en éthique une compétence que je viens de nommer des choses. Là, vous allez dire, c'est un peu étrange. Je regarde les étudiants en bioéthique ici. Mais effectivement, de mettre des mots sur des ressentis, sur des phénomènes. Et ça paraît des fois tout simple, mais ce ne l'est pas. Tout comme le fait de nommer, depuis tantôt on parle de valeurs, mais nommer des valeurs en situation, là, je peux vous le dire, c'est pas simple. Dans le livre qu'on a écrit, puis je suis en train d'en écrire un second sur l'éthique professionnelle, les étudiants demandent tout le temps, on peut-tu avoir une liste de valeurs, puis on va les appliquer? Puis je leur dis, bien, c'est pas aussi simple que ça, parce que savoir certains concepts, est-ce que c'est une valeur? Par exemple, la compétition, la passion, puis là, on pourrait en nommer quelques-unes. C'est en soi des questions philosophiques, c'est-à-dire des questions qui peuvent être débattues. L'argent, est-ce que l'argent est une valeur? Tu sais, il y a plusieurs années, on avait eu un séminaire puis, tu sais, avec des débats. Alors, le rôle de l'éthique et de l'éthicien, c'est beaucoup d'éclairer, de nommer, d'exposer finalement des situations pour aider les gens à développer, et là, ici, les juges, mais de façon générale. Et à les reconnaître. À les reconnaître et à devenir ce qu'on appelle dans notre jargon des praticiens réflexifs, c'est-à-dire des gens qui sont capables, de manière autonome, de déceler les dilemmes éthiques, les enjeux éthiques, les dimensions éthiques dans leur agir, pour être capables de les solutionner et aller de l'avant. Alors, ça paraît tout simple, mais ça ne l'est pas tant finalement, parce que ça prend vraiment une capacité justement à reconnaître et avoir une vision assez large des situations, puis de comprendre justement différents niveaux qui interviennent, qu'on n'a pas toujours en tête quand on prend des décisions ou dans le quotidien, et surtout en plus quand il y a des émotions qui sont liées à des... Parce qu'on va se le dire, là, quand on vit des dilemmes éthiques ou des tensions, de par définition, c'est inconfortable. Donc, parfois, il peut y avoir justement un besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir à ça. Donc, concrètement, comment ça peut influencer? Bien, écoutez, j'en ai parlé, puis je vais vous le montrer. Je l'ai apporté, j'y ai pensé. Donc, c'est le livre qu'on vient de sortir qui s'intitule « Dimension éthique de l'acte de juger ». Et dans ce livre, il y a 2 grilles de délibération. Vous faisiez référence justement à l'éthique, tu sais, le soir, le week-end, qu'est-ce que je fais? Bon, et ça, c'est l'éthique professionnelle pour moi. C'est des juges qui touchent finalement tous les professionnels, justement, comme professeur, comme directrice, comment on agit, comment on se comporte, comment on solutionne les dilemmes éthiques. Et j'ai fait une grille avec André qui est vraiment spécifique pour la magistrature, parce que c'est étonnant, là, je mets l'accent sur le mot « étonnant », malgré toute l'importance que les juges ont dans le système judiciaire, le peu de recherche en éthique qui se fait pour soutenir les juges, pour nourrir les réflexions. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour ou d'avoir la vérité, mais j'ai peut-être la prétention d'avoir mis une pierre dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de pierres. Je pourrais utiliser cette image-là. Puis ça m'apparaît fondamental parce que, justement, on l'a mentionné, les juges ont des rôles très importants. Vous le disiez, on voit une personne, on ne la revoit plus, mais la vie de cette personne-là est transformée, elle est altérée, pour de nombreuses années à tout le moins. Hein? Donc, ça a un impact très, très, très significatif dans la vie des personnes et aussi plus largement dans la société, hein, sur le rôle des juges. Donc, lors du lancement du livre, André Ouimet disait à juste titre, les juges sont très bien formés en droit. On n'a pas besoin de plus de formation en droit pour les juges. Mais au niveau de l'éthique, il y a vraiment matière à défricher et aller de l'avant. Donc,
je pense, pour répondre à la question, bien, c'est l'intérêt mutuel, moi, que j'avais finalement depuis toujours, de faire dialoguer deux disciplines qui, malheureusement, travaillent souvent en silo. Bien, en fait, c'est le cas, on parle d'interdisciplinarité depuis j'allais dire toujours, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, depuis des décennies, puis on dirait qu'on l'attend encore parfois parce qu'on a tendance à revenir dans nos matrices disciplinaires. Et les réflexions que moi, j'entendais chez les juristes lorsque j'étais... excusez-moi, mon Dieu, quelle horreur! Quand j'étais en droit, bien, j'entendais les mêmes des philosophes après quand j'étais en éthique, puis j'étais mais parlez-vous! Mais le droit a déjà répondu à ça, parce que le droit est très complexe au plan philosophique. Il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont débattues et vice-versa. Et finalement, bien, je me suis dit, bien, en faisant des travaux, puis moi, je travaille en interdisciplinarité avec des juristes et des éthiciens, bien, ça permet, je pense, d'avoir ces forums-là d'enrichissement mutuel pour mieux comprendre, finalement, une réalité qui est complexe et qui est multiforme. André, oui, excuse. Non, vas-y. Bien, je me demande, quelqu'un qui n'est pas éthique, là, est-ce qu'il peut apprendre l'éthique? Parce que la formation en éthique pour les juges, j'en suis là. Moi, je trouve que c'est absolument important parce qu'il y a des choses, comme vous dites, qu'il faut apprendre à nommer puis à voir quel est l'impact de ça dans notre fonction. Puis moi, je pense que les exigences éthiques pour les juges à l'extérieur du travail sont plus grandes que pour d'autres professions, là. Parce que tu es un ingénieur, puis tu payes ta femme de ménage au noir, puis ça c'est, il n'y a pas personne qui va dire rien. Mais tu es juge, puis tu payes ton installateur de comptoir de cuisine, hein, au noir, même pas toi, mais ton mari, aïe, 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 il y a 42 plaintes qui rentrent là, au Conseil de la magistrature, un par derrière l'autre. Alors, les attentes, qui aimerait être jugé par une personne qui fait des affaires pas correctes, là, je vais le dire de même, là. Ben, tu sais, qui pas seul. Puis, tu sais, pas éthique, là, que tu n'es pas capable de mettre le doigt sur, tu sais, une éthique intérieure, là, mais qui agit pas comme une personne éthique. Tu vas-tu vouloir être jugé par une personne comme ça? Non, moi pas. Alors, puis c'est pas si facile à déceler une personne. Comment est-ce que vous faites pour savoir une personne a de l'éthique ou pas d'éthique avant qu'elle se mette le pied dans la bouche ou qu'elle prenne la bonne décision des deux? Fait que moi, je trouve que oui, la formation en éthique, mais ça te prend quelque chose. Tu sais, il faut déjà que tu aies cette capacité morale, peut-être? Peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Mais en fait, là, on va Oui. s'obstiner sur le terme, après tout, pourquoi pas. Mais c'est la notion d'éthique, en fait. J'entends très bien. Là, peut-être juste que je n'ai pas la bonne. Non, mais en fait, ou pas, ça dépend. Mais là, vous évoquez le fait que, par exemple, comment on fait pour convaincre quelqu'un de bien agir alors qu'il est mal parti dans le truc? Mais c'est une bonne question, parce que il y a une dimension volontaire dans l'éthique. Il y a une dimension qui... Vous ne pourrez pas forcer quelqu'un à bien agir, sinon par des sanctions ou même encore là. Ne serait-ce que parce qu'elle pense souvent qu'elle agit bien alors qu'elle agit pas. Oui, exactement. Vous allez peut-être pouvoir l'amener à réfléchir et à penser. Ça, oui. C'est déjà un bon point dans la direction. Oui, absolument. Donc, puis quand vous parlez le juge qui est très, très exigeant à l'égard du juge, j'en suis, je comprends. Au fond, on s'attend du juge, en raison de sa fonction, qui respecte un certain nombre de valeurs ou qui intègre un certain nombre de valeurs dans ses conduites. C'est essentiellement ça. Puis ces valeurs-là qui vont intégrer dans ses conduites, elles vont changer au fil, encore là, du temps, parce qu'on va devenir plus exigeant ou non, en fonction de la fonction qu'on va attribuer puis reconnaître au juge dans cette perspective-là. Donc, encore là, je reviens à une question de l'éthique. C'est situé. C'est essentiellement pour réfléchir avec les personnes. Puis non, vous ne pourrez pas, comme pour revenir à votre question, comment je fais pour déterminer si quelqu'un est entre guillemets, éthique ou pas? Il n'y en a pas de recette. Puis parce qu'on ne sait pas, d'une part, l'éthique, c'est en situation, puis peut-être quelqu'un qui va être complètement à côté de ses pompes dans un truc, puis
l'autre côté très, très bon dans une autre perspective. Donc, moi, je pense qu'il faut le réfléchir en situation en mobilisant un ensemble de valeurs. Puis je pense que c'est juste là qu'il faut arriver avec le fait. Monsieur Rochelet? Non, peut-être pas, mais je pense qu'André voulait dire quelque chose, puis on peut peut-être prendre quelques minutes pour la dernière question. Oh, ben, Est-ce que allez-y. tu voulais dire quelque chose? Oui, OK, bon. Allez-y. Je sais pas. OK, bon, on va y aller pour la dernière. On y va. Bon, parfait. Alors, la dernière question, selon vous, quelle pratique innovante ou réforme pourrait à la fois renforcer la confiance du public et préserver l'indépendance des juges? Ça, je savais que la mon tour parole, s'en venait. s'il vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus bref là-dessus. Lorsqu'on avait parlé avec Valentina, elle souhaitait que je parle d'un projet qu'on a actuellement. Vous avez dit, tous les deux, surtout Emmanuel, qu'on a des valeurs, on a identifié des valeurs. Je vous ai parlé des valeurs associées à la magistrature, l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité. Je suis sûr qu'à la fin de la journée, à la fin de la soirée, vous allez le savoir. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? C'est quoi l'indépendance? Je dis, bon, ben, l'indépendance, ça veut dire que le juge prend une décision à la lumière du droit et des faits. Mais comment on va reconnaître qu'un système de justice est indépendant? Alors, tous les politiciens du monde vont vous dire que dans leur pays, le système de justice est indépendant. Alors qu'intuitivement, je vous entends quasiment réfléchir, vous vous dites, il y a certains pays où la justice n'est pas indépendante. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette indépendance-là? On a entrepris une étude à l'Organisation internationale de la francophonie, à la demande de l'Organisation internationale de la francophonie, sur les caractéristiques de l'indépendance d'un système judiciaire. La justice, c'est quoi? La justice, c'est quoi une justice indépendante? Alors, on est associé à des centres de recherche actuellement qui font des recherches là-dessus. Et dans les prochaines semaines, on aura des journées de réflexion avec l'OIF pour tenter d'identifier pratiquement, concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot « indépendance de la justice ». Alors, une justice indépendante, à toute fin pratique, ce que je vise, moi, comme le coordinateur de ce projet-là à l'OIF, c'est de développer une boîte à outils, un coffre à outils dans lequel on va retrouver toutes les caractéristiques d'une justice indépendante. Donc, pour avoir une justice indépendante, on ouvre tel tiroir. Dans le système judiciaire, le système judiciaire, c'est un peu comme le système de santé. Le système de santé, il y a le patient qui est supposé être au centre du système de santé et plein de personnes qui dispensent des soins pour y assurer une santé optimale. Le système de justice, il y a un justiciable qui est au centre et autour de lui, il y a plusieurs personnes et institutions qui sont là pour rendre des services judiciaires. Alors, le ministère de la Justice, le barreau, Chambre des notaires, greffier, personnel de la Cour et, personnage important, le juge. Alors, ces personnes gravitent autour du justiciable et sont là pour lui rendre des services. Toutes ces personnes-là doivent être indépendantes et doivent favoriser l'indépendance. La Charte des droits et libertés, elle le dit, toute personne a droit à un procès par un tribunal indépendant et impartial. Alors, notre rôle, là, je le dis de façon un peu pompeuse, je suis un peu coordonnateur de cette étude-là à l'OIF. Le rôle de l'OIF, ce sera de monter une boîte à outils dans laquelle on va trouver tous les outils qui serviront à un pays qui souhaite avoir une justice vraiment indépendante. D'autres interventions? Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter? Non? Bien, moi, je trouve que c'est un projet extraordinaire, mais il y a quand même des choses au jour le jour. Là, puis là, je n'ai pas préparé cette question-là, mais moi, je trouvais, dans le temps que j'étais à la Cour, que ce qui favorisait beaucoup l'indépendance des juges et surtout la confiance du public, c'était une transparence de la part de la magistrature. Puis, toutes les activités, en tout cas, moi je trouvais ça, d'autres
serais pas d'accord avec moi, mais moi, je trouvais que les activités qui tissent des liens dans la communauté juridique entre les intervenants de justice, pas juste des juges, pas juste les juges et les avocats, mais les juges, les avocats, le communautaire, le barreau, la chambre des notaires, tous ceux, parce que, vous savez, la justice avec un grand J, c'est pas juste à la cour, hein? Et puis, mais c'est comme le rendez-vous ultime, là. Professeur Marceau le disait, là, quand il faut aller à la cour, ben là, il faut que ce soit indépendant, puis dans les règles de l'art, puis etc. Mais il y a plein d'étapes avant de se rendre. Il y a plein de possibilités. On parle maintenant de médiation au niveau civil, beaucoup de médiation. C'est des pratiques qui sont relativement innovantes. Là. Ça fait quand même déjà un bout de temps que ça existe, là, mais disons que je calcule que ça fait quand même partie des innovations. En droit criminel, c'est pareil, il y en a. Hein, on ne faisait pas ça avant. Là, maintenant, ben, on fait des conférences de gestion où on fait appel. Moi, j'en ai fait plein de conférences de gestion. J'ai fait ça pendant tout un 6 mois, là, une partie de mon sabbatique. Là, j'ai fait un projet, puis où une des choses... Je ne le nommais pas comme ça avec les avocats, je le nommais pas, mais où j'allais vers leur éthique, où je le... Tu sais, une cause est fixée pour procéder, la cause est fixée pour 2 semaines, puis où je leur demandais 6 mois avant le procès de 2 semaines, ben là, ça va-tu vraiment être un procès, là? Là, vous êtes assis sur 2 semaines de procès où d'autres procès ne peuvent pas avoir lieu. Je ne veux pas que vous régliez ça, cette affaire-là, la veille, où je vais avoir gaspillé 2 semaines de temps de cours. Fait que dites-le moi, là. Puis là, on s'aidait à arriver à se parler, à communiquer sur les enjeux de la couronne et de la défense, mais où je faisais appel à leur sens d'éthique, à eux aussi, là. Là, vous réglez ce dossier-là, mais vous contribuez à l'amélioration du système de justice. Fait que ça, je pense que ce sont des pratiques innovantes, des pratiques nouvelles, conférences préparatoires, tu sais, où la meilleure solution, c'est quand les gens s'entendent. Hein? Il n'y en a pas de meilleure. Quand on parle de litige civil, quand on parle de couronne de défense dans un cas criminel, quand on parle de protection de la jeunesse, là, où on dit aux parents, la meilleure solution, c'est la solution sur laquelle vous allez vous entendre, parce que c'est la solution qui va avoir une vraie vie après que vous partez. Pas celle qui est imposée par le juge, que toi, tu n'es pas d'accord avec la moitié, puis toi, tu n'es pas d'accord avec l'autre moitié, puis vous allez continuer à vous chicaner, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est des pratiques innovantes qui incorporent les valeurs sociétales aussi, les valeurs de la société aussi, qui ne veut pas dépenser plein d'argent pour un système de justice alors qu'il y a des moyens plus économiques, plus faciles, moins lourds pour le justiciable aussi, pour arriver à régler une situation juridique. Moi, je ferais du pouce sur ce que vient de dire Elisabeth pour vous parler de tout ce qui est programme de prévention et règlement des différends, c'est-à-dire la conciliation, la médiation, l'arbitrage. Alors, je vous ai parlé au début de ma première intervention du système de justice étatique, où on a un juge qui est nommé par l'État pour trancher les litiges entre des parties. Au fil des années, on s'est aperçu que ça ne répondait pas toujours aux préoccupations des citoyens qui voulaient régler eux-mêmes le différend entre eux. Et l'État a proposé, je pense que c'est Emmanuel qui en a parlé tantôt, en introduction du Code de procédure civile, les modes, justement, de prévention et règlement des différends. C'est un autre procédé de justice qui, cette fois-ci, fait appel aux citoyens. Les citoyens décident de quelle façon ils vont régler leurs différends. Ils choisissent le mode de prévention et de règlement de différends. Ils peuvent choisir la conciliation, ils peuvent choisir la médiation, ils peuvent choisir l'arbitrage ou tout autre mode de règlement des différends qu'ils vont imaginer pour régler eux-mêmes leurs différends. À ce moment-là, ce n'est pas un tiers, un juge nommé par l'État qui va venir leur dire
quoi faire, mais c'est eux qui vont trouver ensemble la meilleure solution à leurs différends. Généralement, c'est des formules qu'on dit gagnante-gagnante, là, où tout le monde est gagnant parce que chacun va céder un petit peu de ses demandes, puis finalement... Il faut dire que souvent, ils ont besoin de l'intervention d'une tierce personne. Une tierce personne. Alors, ça peut être un médiateur, mais il y a beaucoup de juges qui font ça aussi, à qui on demande de faire ça, puis qui sont formés pour pas être des décideurs, mais pour être des facilitateurs, pour comprendre les positions, pour amener les gens à se parler, à mieux communiquer et à pouvoir, pour finalement régler eux-mêmes. Alors, je pense que c'est des pratiques innovantes. Alors, nous, on a parlé de PRD, là, ici au Québec, de mode... mais en fait, en France, on appelle ça des modes alternatifs de règlement des différends. Malheureusement, on n'aime pas l'acronyme. On n'aime pas l'acronyme. Ici, ça ne se dit pas, mais en France, c'est l'acronyme qu'on a retenu. Alors qu'ici, on parle d'un mode de PRD. S'agissant maintenant du procédé de justice publique, les juges, on leur a confié aussi un mandat, justement, de faciliter, conférence de facilitation en droit criminel, conférence de règlement à l'amiable en droit civil, pour faciliter la discussion et trouver une solution. Mais les personnes, c'est ça qu'il faut retenir, c'est des solutions innovantes, ce sont les personnes elles-mêmes qui vont trouver une solution à leurs différends. Bien, ça met très bien la table parce qu'un autre projet de recherche que je dirige porte sur les enjeux éthiques de la conciliation judiciaire et j'ai l'intention de faire la Nuit de la justice dans 2 ans sur cette thématique. Donc, merci d'avoir si bien mis la table et on pourrait peut-être, est-ce que tu veux clore le panel? Oui, en fait, je vais parler en mon nom, mais j'imagine que M. Vermès veut se joindre aussi à moi pour vous offrir des plus chaleureux remerciements pour les riches échanges que vous avez eus. Les questions étaient bien réfléchies, puis ça a permis vraiment d'entretenir de belles discussions. Donc, je veux quand même vous remercier. Merci. Mais, merci beaucoup.